Bonjour à tous, je suis Muriel Abikou de la délégation de l'Union européenne en République du Congo. Je suis en charge de la thématique du développement local et donc j'ai le plaisir de vous accueillir tous pour cette série de tables rondes organisée dans le cadre donc, du projet Ville résiliente en République du Congo, financé par l'Union européenne, et donc à l'occasion de la Journée mondiale des villes, qui s'est tenue le dimanche 31 octobre. Et donc à cette occasion, on voulait tenir un certain nombre de réflexions autour du développement urbain, qui est un sujet central pour l'Union européenne dans sa programmation d'appui au développement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit toutes ces problématiques autour du fait que la population urbaine va doubler d'ici 2050. Cette croissance urbaine, elle concerne non seulement les grandes villes, mais aussi les villes secondaires. Les villes sont responsables aujourd'hui de 70% des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux autour du développement urbain que l'Union européenne place au centre de son agenda. Et donc, elle finance dans une vingtaine de pays des projets autour du développement urbain avec l'accent sur les villes secondaires et des problématiques très variées de la mobilité urbaine, la gestion des déchets, l'économie circulaire, l'eau et l'assainissement, l'habitat décent ou encore l'adaptation au changement climatique. Et donc, le projet Ville résiliente en République du Congo s'inscrit dans cette dynamique. Il fait intervenir un certain nombre de partenaires. C'est donc un programme important de renforcement des capacités des mairies de Nkayi et Ouando, avec un accent sur leurs compétences dans le domaine de l'assainissement. Et donc, en parallèle de ce renforcement de capacité des mairies, il y a un important programme d'accompagnement de travaux de gestion des eaux pluviales et des érosions dans les deux villes, mis en œuvre par l'AFD. Et puis, un accompagnement à la mise en place d'un service de ramassage et de gestion des déchets, l'appui aux ménages dans la modernisation de leur installation sanitaire et de gestion des eaux. Donc, on voit l'assainissement dans ces trois aspects, eau pluviale, eau usée et déchets. Et c'est l'approche globale et celle d'une approche participative de co-construction des solutions entre notamment les services de la mairie et les habitants, ce qui implique également un important volet d'appui à la société civile. Donc voilà, un gros programme qui motive aujourd'hui de discuter avec beaucoup de panélistes de divers horizons de sujets autour du développement urbain, avec un premier sujet assez général qui rappelle le titre du projet, qui est donc la résilience, avec les principaux protagonistes de notre projet. Donc, merci à tous d'être présents pour cette table ronde. Merci beaucoup à notre modérateur, Josué Ndamba, qui est donc directeur de recherche en sciences sociales, membre et cofondateur de la Fondation NIOSI, qui intervient de manière générale sur les questions de citoyenneté et de développement et d'accompagnement de la conscientisation sur ces thématiques. On est ravis de l'avoir avec nous. Merci encore une fois. Et donc, à vous la parole. Je vous écoute avec intérêt et je pourrai, le cas échéant, intervenir de temps en temps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons donc commencer notre première table ronde intitulée La résilience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça tombe très bien parce que moi, je ne travaille pas dans ce domaine et donc je vais essayer de me mettre à la place du citoyen lambda
pour discuter avec vous tous les panélistes, Madame Marie Dubuffet, Monsieur Haushofer, Monsieur Kwakwa et puis Monsieur Nitumbi qui va nous rejoindre tout à l'heure. Nous commençons par une question toute simple. Il y a des termes comme ça qui apparaissent et puis finalement partout on en parle. Hein. Nous avons eu généralement on nous a parlé de changement climatique, par exemple, les changements climatiques, c'est en vue actuellement et on nous parle de la résilience. Alors, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est en termes vraiment simples pour le commun des mortels, qu'est-ce que nous entendons par résilience. Je rappelle donc que nous avons 30 minutes pour cette table ronde et que donc chacun aura à parler, mais vraiment le plus synthétiquement possible pour que nous puissions tenir. Chacun va se présenter, bien sûr, très, très rapidement. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il intervient dans cette, comment et pourquoi il intervient dans cette table ronde. Et donc, nous allons donner la parole à tout le monde, en commençant par cette question très, très simple. En termes concrets, en termes très, très populaires, c'est quoi la résilience pour un pays, pour une ville, pour un citoyen? C'est quoi être résilient? Nous allons donner la parole à Madame Marie Dubuffet. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce propos? Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'organisation de cet événement et permettre d'intervenir pour essayer de vulgariser effectivement cette notion de ville résiliente. Alors, très rapidement, donc je m'appelle Marie Dubuffet, je suis la directrice adjointe de l'agence AFD de Brazzaville. L'AFD au Congo, c'est très rapidement des interventions dans les infrastructures, précisément dans le cadre du développement urbain durable, sur la gestion des eaux pluviales, la gestion des inondations, la lutte contre les érosions, mais également des projets d'électricité et d'énergie, d'appui à des infrastructures avec le port autonome de Pointe-Noire et ensuite des appuis également sur les secteurs sociaux, donc notamment sur des programmes de financement d'action sociale, de santé et également d'un continuum formation, enseignement supérieur, emploi, sans oublier bien évidemment l'accompagnement des partenaires congolais et de la sous-région sur la préservation de la biodiversité, une gestion durable des forêts et la lutte contre le changement climatique. Donc voilà pour une présentation très rapide. Sur les sujets de résilience des villes, je pense que ce qui est important de préciser à ce stade, en tout cas introductif, ce sont les grands enjeux et les éléments de contexte qui ont été rappelés également, soulignés par Muriel, à savoir que le nombre de citadins qui s'élève aujourd'hui à plus de 500 millions de personnes sur le continent africain va doubler au cours des 20 prochaines années. Et en fait, on s'aperçoit qu'entre 2016 et 2030, le nombre de villes de plus de 500 000 habitants devrait croître de plus de 80% en Afrique, et principalement dans les villes secondaires et dans les villes intermédiaires. Donc l'enjeu, il est à la fois quantitatif, je dirais, pour ces villes et pour les collectivités locales, et à la fois qualitatif pour pouvoir permettre aux collectivités et aux communes d'accueillir, ou en tout cas de proposer des infrastructures et un environnement urbain vivable, habitable pour les citadins africains, dans des conditions climatiques dont on sait qu'elles sont déjà en train de se dégrader, et il y a des conditions extrêmes qui se manifestent et qu'il faut prendre en compte à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation. Donc dans ce cadre-là, je dirais que l'AFD propose des solutions pour une ville durable et résiliente, avec des projets innovants, quels que soient en fait
les géographies. Je voulais plus axer, en fait, là, dans mon propos, ou en tout cas souligner certains projets ou certaines solutions qui sont assez atypiques et qui sont prises en considération dans le développement urbain et pour accroître la résilience, en fait, des villes. C'est par exemple, en fait, des solutions qui sont basées sur le numérique. Donc, on a développé des programmes, en fait, avec l'application OpenStreetMap, qui est un système ouvert, en fait, de cartographie de la planète entière, en fait, qui est considéré comme un véritable Wikipédia, on va dire, cartographique. Et dans ce cadre-là, l'AFD a lancé en 2017 une initiative qui s'appelle Digital Transport for Africa pour pouvoir permettre le développement de transports collectifs fiables, peu onéreux et qui permettent, en fait, de lutter contre la pollution. Donc, un exemple concret au Burkina Faso, où on a appuyé, en fait, la société de transport en commun de Ouagadougou pour cartographier les lignes de bus donc de la Sotreco, cette entreprise de transport public, dans le cadre de la base de données OpenStreetMap. Ce qui a permis de visualiser, filtrer, télécharger des données, en fait, grâce à des formations de bénévoles et, en fait, à l'apport d'informations et de données dans le cadre de cette application. Ça a été également le cas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, toujours dans le cadre de ce programme Digital Transport for Africa, auprès de l'opérateur de transport public et avec un pilotage directement du ministère du Transport de Côte d'Ivoire. Donc, on voit qu'on embarque tous les partenaires, que ce soit de la société civile, les sociétés publiques, les institutionnels, pour que tous les acteurs puissent s'approprier ces nouvelles fonctionnalités et ces nouvelles applications, ces solutions innovantes qui permettent de proposer des programmes d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique et proposer, je dirais, un accompagnement pour un développement plus durable des villes et résilientes. Il y a également un autre sujet qui est important de souligner très rapidement. Je voulais vraiment en parler, les solutions fondées sur la nature. Qui est un programme, en fait, très innovant également, partant du principe que on est tous collectivement engagés pour préserver la biodiversité, pour lutter contre le changement climatique, et c'est encore plus vrai aujourd'hui où se tient la COP26. Donc, notre table ronde d'aujourd'hui a vraiment un écho particulier. Et les solutions fondées sur la nature partent du principe qu'on peut aussi trouver des solutions dans l'environnement pour pouvoir répondre aux problématiques de lutte contre le changement climatique et proposer des solutions d'atténuation ou d'adaptation, en fait, dans les villes. Ça a été le cas, par exemple, alors là, ce n'est pas sur le continent africain, mais en Chine, où l'AFD a été partenaire d'une ville chinoise, enfin de plusieurs villes chinoises, pour un projet qui s'appelle Sponge City, qui est très ambitieux, où on accompagne, en fait, 16 mégalopoles pour pouvoir lutter contre le changement climatique, de façon à ce que l'environnement qui est créé puisse non seulement absorber les gaz à effet de serre, mais en plus puisse permettre naturellement, au-delà d'absorber les gaz à effet de serre et puis les surplus d'eau liés aux inondations, pouvoir permettre, en fait, de proposer plus de ressources et de mobiliser plus de ressources en eau aux villes. Donc ça, ce sont des solutions qui sont très innovantes, que l'on promet de plus en plus. Et voilà, donc je suis un petit peu longue, mais c'est intéressant, en fait, de voir qu'il y a des solutions désormais un peu différentes à proposer. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous accueillons M. Aimé Blaise Mitumbi qui vient d'arriver. Nous avons commencé la table ronde avant votre arrivée, c'est pour gagner du temps. Tout à l'heure, nous vous donnerons la parole, mais pour terminer avec Madame Marie Dubuffet, j'attends la réponse à la question. En quelques secondes, la réponse à la question a été posée. Alors, c'est quoi la résilience? La résilience, c'est permettre aux acteurs locaux de vivre dans le futur, dans un environnement assaini, viable, améliorer les conditions de vie et s'assurer que la ville sera en capacité de répondre par ses infrastructures, par ses renforcements de capacité, par tous les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui aux défis de demain. Donc, ça veut dire des infrastructures qui sont en capacité d'absorber
tous les phénomènes extrêmes qu'on rencontre aujourd'hui, qu'on pourrait continuer à rencontrer. Ça veut dire former les habitants, ça veut dire former ou renforcer les capacités des collectivités. Et pour le dire très simplement, c'est vraiment une ville viable qui améliore les conditions de vie des habitants et pérenne. Et je pense que un mot-clé, un mot qui est très important aussi, c'est la pérennité en fait, dans la résilience. C'est s'assurer que tous ces acteurs qui vivent sur un même territoire ont bien les capacités en fait, d'entretenir, de maintenir des infrastructures et au-delà de ça, d'intégrer dans les usages aussi des moyens ou des modalités de vie qui permettent de vivre mieux dans cet environnement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous allons donner la parole à M. Haushofer pour se présenter, mais vraiment essayer d'être beaucoup moins long que Mme Marie. Très rapidement vous présenter et comment vous intervenez dans ces histoires de résilience. Et puis, à la fin, ne manquez pas de répondre à ma question très, très simple. Comment vous définissez la résilience pour la population? Monsieur Haushofer. Merci et bonjour à tout le monde aussi de mon côté. Je m'appelle Jacob Haushofer, je suis chef de coopération adjointe ici à la délégation de l'Union européenne à Brazzaville. Je suis économiste de formation, spécialisé dans l'économie verte dans le contexte. Je m'intéresse aussi beaucoup pour des questions de développement urbain et résilience aux impacts du changement climatique. Et comme vous le savez, l'Union européenne est très engagée d'accompagner les efforts de la République du Congo pour renforcer et développer sa résilience. Quand on parle de la résilience, comme Marie a déjà signalé dans sa réponse, c'est toujours important de définir de quel système on parle. C'est un atout d'un système. Ça peut être un système urbain, une ville, ça peut être l'économie du Congo, ça peut être un écosystème, un système d'énergie, le système d'énergie national du Congo, par exemple. Et nous sommes engagés à différents niveaux. On a déjà parlé, Muriel, dans l'introduction de notre programme pour les villes résilientes au Congo, qui se focalise aux villes secondaires. Et on a aussi beaucoup d'efforts pour en fait augmenter la résilience de la République du Congo en termes de son économie, parce que comme vous le savez, l'économie congolaise n'est pas du tout résiliente actuellement. Au contraire, l'économie est très vulnérable vis-à-vis de chocs externes, notamment la volatilité de prix pétroliers. L'économie est fortement dépendante à la production pétrolière et c'est pourquoi il faut diversifier l'économie. Et là, on a plusieurs programmes pour diversifier l'économie au Congo et pour en fait ne pas être seulement résiliente d'une manière où on a les atouts pour pouvoir répondre à l'état initial, mais pour pouvoir même répondre quand il y a une crise, comme actuellement on a la crise sanitaire, il y avait une crise de prix de pétrole l'année dernière, pour pouvoir répondre à un état meilleur même, pour utiliser la crise comme une fenêtre d'opportunité pour pouvoir faire mieux dans l'avenir. Et un aspect très important, c'est la préparation. Et il faut inclure les perspectives, les prévisions pour les différents chocs dans l'avenir, dans ces programmes de développement, dans son stratégie. Et là, on est très engagé à côté du gouvernement et des autorités congolaises et à travers nos partenariats avec la société civile et nos partenaires comme l'AFT pour augmenter la résilience aux différents niveaux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Aimé Blaise Nitumbi, au niveau du ministère, alors comment la résilience
s'effectue? Quels sont les programmes que vous mettez en place? Est-ce qu'il y en a? Et comment ça se traduit? Merci. Monsieur Josué Ndamba, que je découvre physiquement parce que j'ai lu dans les messages et c'est la première fois qu'on se voit. Alors, je m'excuse pour ce léger retard, je sortais d'une réunion. Alors, pour revenir à votre question, alors, au niveau donc du gouvernement et notamment du ministère en charge de l'économie et du plan, quels sont les projets ou ce que nous développons dans le cadre de la résilience, si j'ai bien compris votre question. C'est bien ça? Oui. Oui, c'est bien ça. OK. Donc, je dirais que très rapidement, commençons donc par, on le fait avec plusieurs partenaires, mais je vais m'accentuer sur le partenaire qui est l'Union européenne, avec lequel nous avons donc mis en œuvre le programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales dans sa deuxième phase que nous disons PCCE2, qui est donc un projet qui touche un peu de résilience économique, mais nous avons aussi un autre projet que nous avons qui nous concerne donc le projet Ville résiliente. Là, il est un peu plus concret. C'est pour donner aux deux localités, deux villes, Kai et Owando, les capacités d'adaptation et de résistance aux chocs économiques, sociaux, politiques, pour faire face donc à cette crise financière, économique et dans le contexte actuel, pourquoi pas la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Donc, nous avons le projet Ville résiliente, mais je note aussi que le PCCE2 entre aussi dans une partie de résilience. Si je peux être bref en ce qui concerne les projets. Merci beaucoup. Une deuxième question maintenant que j'adresse directement à M. Kwakwa du GRET, qui est dans le concret. Dans les différents programmes de développement que vous menez jusqu'à présent, alors comment la résilience s'applique-t-elle? Les différents projets. C'est à M. Kwakwa que je pose la question. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous présenter, de présenter votre structure et ensuite de répondre à cette question. Merci beaucoup pour la parole et merci pour nous avoir invités à prendre part à cette table ronde. Et je suis donc M. Didas Armel Kwakwa, je suis le représentant du GRET au Congo. Le GRET mène des activités dans plusieurs secteurs. Et au Congo, principalement, nos activités sont orientées vers l'accompagnement des communautés dans les secteurs notamment de la gestion des déchets et de l'assainissement. Nous accompagnons aussi des communautés, notamment les jeunes en situation de vulnérabilité, pour pouvoir acquérir les moyens de subsistance et accéder facilement à l'emploi, ce que nous appelons l'accompagnement à l'insertion socio-économique et environnementale. Et nous travaillons également sur l'accompagnement des associations à pouvoir répondre de manière concrète aux besoins des communautés. Très bref, par rapport à la question que vous m'avez adressée, pourquoi comment intégrer la résilience dans des projets de développement de manière pratique sur le terrain. Le GRET, déjà, comme a souligné Marie, travaille dans les contextes où on constate que de plus en plus la population urbaine augmente de manière croissante depuis plusieurs années. Et cette croissance emmène un certain lot de problèmes auxquels ces populations, ces habitants sont confrontés. Et donc, le GRET, dans ces contextes, travaille à faire en sorte que la population soit en mesure de ce que j'appelle de produire la ville.
c'est-à-dire qu'elles sont en capacité elles-mêmes d'identifier des problèmes, d'identifier les ouvrages à réaliser pour faire face à des problèmes. Là, concrètement, je peux prendre deux exemples de deux projets, un au Congo et l'autre au Sénégal. Au Sénégal, le GRET met actuellement en œuvre le projet que nous appelons Ping Jiri, qui est un programme de gestion des risques d'inondation dans les banlieues de la ville de Dakar, qui vise en fait à améliorer la résilience des quartiers aux problèmes d'inondation. Et ces projets, nous avons développé des outils assez innovants pour permettre à la population, aux ménages, de mettre en place à la fois les infrastructures individuelles et collectives pour faire face à des inondations. Et donc, nous avons développé des outils du type fonds d'innovation pour permettre à la population par elle-même de contribuer à la fois à des rénovations de leurs habitats, à mettre en place les outils de gestion collective des eaux pluviales, notamment à travers des techniques d'infiltration que nous accompagnons les communautés à mettre en place. Et à Brazzaville, nous avons, grâce au financement de l'Union européenne, mis en œuvre un projet que nous avons appelé MICAB 2, qui est un projet de micro-réalisation urbaine, lequel nous a permis de travailler de manière très rapprochée avec les populations, notamment à travers la mise en place des cadres, des espaces d'échange au sein duquel les populations ont pu planifier, identifier et planifier les aménagements à mettre en œuvre. Et nous avons fait en sorte qu'au premier lieu, ces habitants, après avoir identifié, ils ont contribué à les mettre en œuvre, ces projets. Comment? À travers le recrutement des entreprises et des artisans au niveau local des quartiers, à construire des ouvrages qui permettent à la population d'être plus résilient. Ça peut être, je peux citer pêle-mêle, ça peut être des passerelles lors des crues dans certains cours d'eau de Brazzaville. La population a du mal à passer d'un quartier à un autre. Et donc, ces projets permettent d'ériger des passerelles pour que les populations puissent traverser même pendant les périodes des crues. Des projets de type construction d'ouvrages tels que des caniveaux, des petits caniveaux, mais en lien avec une politique qui est existante, des aménagements existants. Là, je peux prendre l'exemple d'un projet que nous avons fait à Talangaï, où la population était très impliquée dans la réalisation de cet ouvrage qui, jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après, l'ouvrage continue à exister et ça a permis à la population de régler le problème où ils avaient des eaux qui sortaient dans leur ménage. Et voilà, donc l'idée, en fait, pour nous, c'est de pouvoir mobiliser les habitants pour qu'ils contribuent au développement de leur quartier, de leur ville. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Madame Marie Dubuffet, alors, plus concrètement pour Nkayi et Owando, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous comptez faire avec les populations pour les rendre résilients? Donc, dans le cadre du programme Ville résiliente, comme l'indiquait Muriel en introduction, effectivement, l'AFD a en charge sur une délégation de fonds de l'Union européenne qui correspond à 13 milliards de francs CFA, donc à peu près 20 millions d'euros, des travaux à la fois pour drainer les eaux pluviales et puis pour lutter contre les érosions. En fait, ce sont des investissements qui ont été priorisés, identifiés sur la base de schémas directeurs des deux villes, Nkayi et Owando, prenant en considération le contexte topographique et les spécificités de ces deux villes.
Donc, plus concrètement, ça va porter, ces investissements et ces infrastructures vont porter sur la réhabilitation et l'extension des réseaux de drainage pluvial constitués de caniveaux, d'alots, de dimensions adaptées au débit d'eau qui a été calculé, à la construction de bassins de dissipation ou d'exutoires à eau en eau, mais également sur des dispositifs de lutte contre les érosions, donc principalement à NKI, sur 4 zones de ravins qui sont très proches du centre-ville, des opérations, des travaux de talutage de la falaise et de construction en fait, de descente d'eau. Donc tout ça pour lutter contre l'insalubrité et contre les inondations qui sont récurrentes en fait, dans les différents quartiers de ces deux villes. Donc le pavage aussi de certaines rues pourra garantir la durabilité des ouvrages de drainage. Et bien évidemment, les dispositifs anti-érosion ont pour but de sécuriser les biens, les personnes qui se trouvent souvent enclavées en fait, lorsqu'il y a des épisodes pluvieux ou des phénomènes un peu extrêmes, donc, et souvent sur des terrains sablonneux qui sont vraiment propices aux effondrements. Donc voilà un petit peu les travaux qui sont prévus pour assainir les villes et pour améliorer les conditions de vie des populations. Et dans le cadre de ces travaux, seront recherchés c'est ce qu'on appelle des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire privilégier le développement d'emplois locaux et le renforcement des capacités techniques en fait, des populations jeunes qui vivent sur ces territoires. Et donc, ça rejoint aussi ce que disait le partenaire du GRED, IDAS, sur l'implication également des populations. Si on peut trouver également des solutions fondées sur la nature, comme je le rappelais tout à l'heure, pour principalement lutter contre les ravines d'érosion, ce seront des solutions qui pourront être privilégiées et priorisées, avec des plantations adaptées, par exemple, pour éviter ces phénomènes d'érosion. Et ensuite, je dirais que ce qui fait la spécificité et tout l'intérêt et tout le caractère pilote et innovant de ce programme, c'est la jonction et la synergie vraiment entre les 3 composantes. Et l'action du GRET auprès des populations pour la gestion des déchets, pour la sensibilisation à l'hygiène, etc., et à l'entretien également des ouvrages, fait partie prenante en fait du succès, de la réussite, je dirais, de la pérennité de ces ouvrages qui doivent ensuite être entretenus et doivent permettre justement à la population et à la ville d'être plus résiliente. Merci beaucoup. Mais, je voulais savoir, pour amener les gens, pour amener les populations à être résilientes, jusque-là, vous nous avez présenté tous les travaux d'infrastructure. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que vous donnez à la population en dehors de la participation à ces travaux d'infrastructure? C'est clair que les aspects infrastructurels sont toujours mis en avant parce que c'est plus facile à communiquer, c'est tangible et un projet de construction a un début et un fin et c'est clairement défini. Mais la résilience urbaine a 2 dimensions. Comme Marie a déjà souligné, il y a une dimension physique, infrastructurelle notamment, mais aussi l'environnement de ville, construit et naturel notamment, et la dimension sociale. Et le programme Ville Résiliente intervient aussi au niveau social pour des processus participatifs pour la gestion de ville et pour adresser les enjeux. Mais la dimension sociale va encore plus loin. Sont tous les aspects liés au développement socio-économique qui sont en train d'améliorer la qualité de vie dans les villes. Les emplois qui sont créés grâce aux efforts pour diversifier l'économie, l'accès amélioré pour la population vulnérable aux services sanitaires, etc. Il y a beaucoup de différents axes d'intervention qui arrivent au système urbain et l'individu, bien sûr, va bénéficier de tous ces efforts de manière directe et indirecte. Et quand on parle de la résilience urbaine, on parle de ce système urbain dans l'ensemble. Et
y compris la population notamment, et c'est clair que des travaux pour des systèmes d'assainissement pour la gestion de l'eau usée et l'eau pluviale servent pas à grand chose s'ils sont toujours bloqués par les déchets, ou une barrière contre les inondations fluviales ne servent pas à grand chose si le plan d'aménagement urbain n'assure pas qu'il n'y a pas de nouveaux logements dans les zones qui restent vulnérables aux inondations. Alors il y a tout un processus social qu'on doit améliorer au niveau de la gestion de ville et aussi au niveau de gestion de ménage, de la gestion de leurs déchets, etc. Et tout l'aspect socio-économique, la qualité de vie, leur santé, leur revenus au niveau de ménage. Est-il résilient à des chocs exogènes? C'est fortement lié à l'agriculture. Par exemple, si on est en train de promouvoir l'agriculture climato-résiliente, ça voudrait dire que des situations où il y a des météos un peu plus extrêmes ont un moins négatif impact aux revenus qui sont créés par l'agriculture. Alors c'est tout un processus. La résilience se trouve aux différents niveaux et il ne faut pas du tout oublier la côté sociale, parce que la côté infrastructurelle va que servir à quelque chose de positif si la côté sociale est aussi mis de l'avant. Merci beaucoup. Monsieur Aimé Blaise Niboudi, très rapidement, pour terminer, Merci. est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ok, je vais compléter quelque chose sur ce que vient de dire Jacob, sous-entendu que nous voulons donner une capacité de résistance et d'adaptation au choc à nos populations situées dans les deux villes, en plus donc de cette synergie que nous avons dans le renforcement des capacités de la société civile, cette composante conduite par le GREC, en plus du volet de travaux que Marie venait d'aborder avec la subvention ou la contribution de l'UE à l'AFD. Nous avons également donc, un autre volet de formation et de renforcement des capacités des deux communes dans leur mode de gouvernance et de gestion de la ville à travers donc, une autre composante qui est l'assistance technique auprès des mairies. Donc là, nous avons un processus de recrutement d'un cabinet d'assistance technique qui viendra pour mettre en fait la corrélation dans toutes ces interventions entre le volet GREC qui touche directement la société civile, les populations, la gestion des déchets, la sensibilisation autour, le volet travaux d'assainissement, de drainage des eaux. Nous allons donc regarder le cadre juridique, réglementaire, parce qu'il faut donner à la commune les capacités juridiques de se prendre en charge. Donc, il y aura une sorte d'appui à la décentralisation et la formation, sans doute, du personnel au niveau des deux localités, au niveau des deux communes, pour que ces agents soient compétents dans un nouveau mode de gouvernance où la communauté, la commune, les autorités locales s'asseyent ensemble avec les bénéficiaires, avec toutes les structures qui viennent en appui pour prendre en main leur avenir à travers donc ces projets, mais aussi la pérennisation surtout de tous les acquis de ce projet, qu'il s'agisse des ouvrages, la gestion des déchets, des eaux fluviales, des érosions. Voilà ce que je peux dire en plus de ce que nous faisons. Il y a le volet donc capital humain, renforcement des compétences à travers d'autres interventions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le temps qui nous était imparti est épuisé. Nous venons de faire exactement 30 minutes. La question était formulée de la manière suivante. La résilience, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moi, en tant que profane, je retiens tout simplement qu'on veut former les gens, les habitants, on veut former la ville, on veut former les populations à être capables de résister à des chocs imprévus,
à redémarrer en quelque sorte, à savoir rebondir et continuer d'aller en avant, se prendre en charge donc pour continuer à aller de l'avant. Ça, c'est le point de vue du FONPA. Nous allons laisser la parole à Muriel qui va essayer de conclure donc, sur tout ce que nous venons de dire. Muriel, tu as la parole. Oui, merci. Donc, juste un mot de remerciement pour voilà, remerciement à tous les partenaires ici pour ce premier panel. On avait vraiment tous les partenaires du projet Ville Résiliente. Donc, ce projet UE Congo, donc on avait bien la DUE, Monsieur Nitumbi, représentant du ministère du Plan Ordonnateur National, qui est donc la partie congolaise, et nos deux partenaires de mise en œuvre qui sont déjà en place, l'AFD et le GRED, qui vont être complétés d'ici le début de l'année 2022 par l'assistance technique aux mairies. Et on a vu dans le panel que ce sera très important, cette assistance aux mairies pour la résilience de la commune, donc le renforcement soft à côté de toutes les infrastructures hard. Donc voilà, merci à tous nos partenaires sur ce projet, et je pense qu'on a bien lancé les discussions. Nos panels suivants vont permettre de revenir sur un certain nombre de questions plus précises. On va reparler du numérique et d'OpenStreetMap que Marie a évoqué. On va reparler des communautés, des habitants et de leur implication. Merci à tous, et donc à bientôt pour le prochain panel. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye.